Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant le tourisme comme finalité de toute chose. Je m'appelle Raphaël Charrier et je suis en vacances à Grenoble. Et je m'appelle Mathieu Giralt, je suis pas du tout un touriste et je suis pasteur à Etup et on est tous les deux blogueurs sur le site toutpoursagloire.com. J'ai un peu oublié Ou l'intro. le tourisme en fait, pour sagloire.com. Tourisme pour sagloire.com. Ça pourrait presque passer. Tu lances un concept de blogging de chrétien, nomade digital, qui écrit sur l'hédonisme chrétien sur des plages, qui teste toutes les plages pour dire là où est-ce que c'est le mieux de vivre en tant qu'hédoniste chrétien. De toute façon, c'est bien connu, hein, les mecs qui voyagent, ils ouvrent un blog. Exactement. Et puis ils essayent de faire de l'argent. Et ils t'enseignent la vie. Ils t'enseignent comment mieux travailler alors qu'eux, ils sont en voyage. Exactement. Ils te font beaucoup de posts sur la productivité. Exactement. Comment rien foutre au maximum et en profiter. Ouais, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, Mathieu. Eh ben oui, c'est toi le touriste. Tu étais en vadrouille. Alors ouais, tout à fait. J'étais à Washington. Oh. Ouais, en stage chez Nine Marks. Et pour te dire, j'ai brillé avec mon humour pourri là-bas. Quand ils nous ont demandé pourquoi est-ce qu'on était là, qu'est-ce qu'on attendait, tu vois, c'était la petite question d'introduction. Qu'est-ce qu'on attendait de notre séjour à Washington? Et moi, j'ai dit de devenir le 46e président des États-Unis. Ça a marché? Et en fait, j'étais un des premiers à prendre la parole, donc ouais, ça a marché. Sinon, il y en a plein qui l'auraient fait, tu vois. Mais Okay. Mais non, c'était pas très drôle en fait. Mais je pense qu'ils auraient fait rire. C'est ton accent, parce que c'est la première fois que tu leur parlais. Yes, because I am French and they love the French accent, they said. Ouais, c'était cool. Et toi, Matt, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Écoute, ce qui s'est passé, c'est que je suis devenu père. Oh, allez, purée. Oh là là, je vais t'appeler Abraham, mon gars. Appelle-moi padre. Abba, on va t'appeler. Abba Giralt. Félicitations. Gars, merci, je suis comme un dingue. Oh là là. Alors, comment il s'appelle? Il s'appelle Léon. Léon, purée. Comme mon voisin. Ah bon? Ouais, mes voisins, ils ont appelé Marine et Nico, je sais qu'ils écoutent de temps en temps. Ouais. Ils ont appelé leur fils aussi Léon. Ah, super, excellent. Ouais. Je pense qu'il y a une mélancolie du film. Je pense pas trop, mais le film n'a pas pesé dans la balance. Je me rappelle une fois, j'étais à l'école primaire, là, j'avais mon pote Thomas, qui est toujours mon pote, qui habite à Madrid maintenant. Salut Thomas. Et puis on était tous les deux là, tu sais, on est par deux là pour aller vers les parents. Et puis il me dit, ouais, il y a un gars, il ressemble trop à Jean Reno, regarde. Et en fait, c'était mon père. Donc est-ce que c'est un hommage? On verra. Mais si Léon ressemble à mon père et qu'il porte les mêmes petits bonnets que moi, il y a moyen qu'il ressemble à Jean Reno. Ah, excellent. Mais non, alors, donc pas de référence à Léon Zétrone. Le présentateur. Non plus, ouais. Mais tu sais que mon grand-père m'a demandé des explications. En fait, je pense que pour les grands-parents, c'est difficile parce que pour eux, Léon, la moyenne d'âge des Léons en France, c'est 92 ans, tu vois. Ouais, je pense. Et demi. Ma grand-mère, quand j'ai dit, elle me dit alors comment il s'appelle? Léon. Et là, il y a eu un gros blanc. Après, elle a rigolé. Elle fait, mais tu te moques de moi. Hein. Avec son accent. Mais tu te moques de moi, Mathieu. Je lui dis non. Après, elle fait ah. Elle a rien dit. Écoute, au moins, vaut mieux un vrai prénom qu'un Kylian ou d'un Chouchouana ou d'un. Chouchouana, non, mais je te promets, moi, ma fille à l'école, c'est un truc de dingue. Hein. Ah ouais. Aïe. Ah non, entre tous les prénoms qu'il y a, c'est un truc de dingue. Ouais. Les nouveaux prénoms, tu sais. Prénoms à l'ancienne. Ouais, les prénoms 2.0 là. Ouais. Donc tu voulais un prénom bien à l'ancienne, quoi. Moi, je voulais un prénom à l'ancienne. On aime bien la signification aussi. Le lion. Le lion, ouais.
Ouais. Paraît-il que c'était un prénom donné parmi les premiers chrétiens parce qu'il évoquait le courage dans les temps de martyr. C'est ce qu'on dit. Alors à savoir si c'est vrai. C'est comme Memento Mori, c'est ce qu'on dit et on veut croire que c'est vrai. C'est ça. En tout cas, c'était assez à la mode pour qu'il y ait un pape qui s'appelle Léon. Oui. Léon le Grand, et d'ailleurs qui a joué un certain rôle dans les querelles christologiques, et notamment après ses positions ont été reprises par l'Église pour Chalcédoine, si je ne m'abuse, et après plusieurs autres papes se sont appelés Léon. Eh ben, je pense que c'est quelque chose qui réjouira ton fils de savoir ça. Je pense, et réjouira aussi mon Église. Oui. Excellent. Non, c'est en passant. Mais en tout cas, c'est marrant de voir que c'est un prénom c'est déjà qui a plus de 2000 ans, quoi. Enfin, qui a 2000 ans, ouais. Et qui revient. Et qui revient, mais c'est marrant comment les modes, les cycles, tous les 100 ans. Tout ça, ça vient de la rue. Hein. Tout ça, ça vient de la rue. Tout vient de la rue. Excellent. Et ben voilà. Écoute, félicitations. Longue vie à Léon. Ouais, merci. Que Dieu le bénisse. Et un jour, je le ferai intervenir comme tu vas le faire intervenir Sam, mais il faudra attendre un peu plus longtemps là. Ouais. On va se marrer. Excellent. Et aussi, félicitations à ta femme qui décroche la palme de l'accouchement le plus long du monde, je pense. Ouais, c'était pas l'accouchement lui-même qui était long, c'était un peu l'avant et l'après, mais disons que on connaît bien l'hôpital. Ouais, c'est ça. Tu connais tous les détails de la chambre après et tout. C'est ça. Mais Dieu nous a bénis, on a eu vraiment une équipe super, donc voilà. Excellent. Mais me voilà dans le gang des parents, et je comprends mieux déjà beaucoup de choses, donc excellent. Ça me donne beaucoup d'empathie. Bienvenue en enfer, mon ami. Il faut dire la vérité. Tu sais, dans la vision du monde, on essaie toujours de discerner ce qui est positif et puis ce qui est aussi négatif. Ouais. Et ce qui est négatif, en fait, c'est que tu arrives pendant quelques années de ta vie en enfer. Il va falloir que tu gères les nuits, les jours, et tout ça. Ça va être trop bien. Ah, c'est l'épreuve, mon gars. C'est bien, c'est cool. Mais à chaque fois qu'il pleure la nuit et que je suis un peu endormi et que je dois le prendre pour le calmer, je me dis que c'est une bénédiction, tu vois. Je me dis, j'ai pas le droit d'être vénère, c'est une bénédiction. C'est ça. Et tu verras, on est beaucoup moins spirituel au deuxième. Ou après quelques mois, tu commences à te dire, est-ce que c'est éthique si je mets des choses dans son biberon ou pas? Oh, il y en a qui le font, c'est fou. Bon, mon gars. Je pourrais en parler longtemps, mais... Ouais, écoute, je sais, mais il faut qu'on vienne au vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler du tourisme. Yes. Parce qu'on est des gros touristes de la vie, quand même. On est étrangers et voyageurs, est-ce que ça compte? Ouais, non, moi je pensais au sens, t'es un touriste, quoi. Oui, j'ai bien compris. Ouais. Et moi, ça compte aussi, on est des touristes spirituels. Ah non, mais en fait, touriste, c'est très péjoratif dans notre vocabulaire. Ouais, on est des pèlerins plutôt. Ouais, voilà, vaut me dire pèlerin. Et encore pèlerin, ça fait vraiment... c'est aussi un peu old school. Mais quand tu dis voyageur, ça fait un peu michto, Léon, tu vois. T'as un pèlerin qui t'appelle Léon, c'était il y a 1000 ans. Mais si tu dis juste voyageur, ça fait michto. Ouais, un peu. Ouais. Mais bon, bref, en tout cas, on va parler du tourisme. Pourquoi tu as choisi ce sujet, Raph? Bonne question. En fait, ça faisait longtemps que j'avais eu l'idée d'en parler. Et puis là, quand je suis arrivé à la préparation de l'épisode, je me suis dit, mais pourquoi je voulais parler de ça? Quel grand mystère pour moi. Et en fait, non, mais je me suis dit, c'était donc, on vous a mis en lien de description un petit, un mini documentaire là sur YouTube de la chaîne DataGueule sur le tourisme. Je vous encourage à le regarder. Au niveau des chiffres, c'est très intéressant. Mais en fait, non, ma question c'était, mais pourquoi en fait est-ce que on aime voyager? Pourquoi il y a cette soif et tout ça? Et du coup, je me suis dit, bah tiens, ça dit quelque chose de notre rapport au monde et à la façon dont on voit la vie, cette soif qu'il y a du voyage.
Et voilà, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas en parler dans Memento Mori. Je suis sûr qu'il y a un peu matière à réflexion. Ouais, en sachant qu'on peut d'ores et déjà faire une distinction entre voyage et tourisme. Alors vas-y, je t'écoute. Dans le tourisme, il me semble qu'il y a une dimension économique et commerciale qu'il n'y a pas forcément dans le voyage. Oui, je suis d'accord. Dans le tourisme aussi, on va s'arrêter sur une destination la plupart du temps. Alors que quand on parle de voyage, c'est pas forcément... Voyage. Vas-y, continue. Non, j'ai laissé le temps pour que David nous mette un petit truc, tu vois. Non, c'était un écho, mon gars. Mais quand on parle de voyage, c'est pas forcément la destination qui compte, mais le trajet. Oh là là, excellent. T'as pas d'autre chose un peu moins pourri? Non, mais tu vois, et c'est ce qu'il disait dans le documentaire aussi, le tourisme, en fait, c'est le business du voyage. C'est ça. Dire ça. Le tourisme implique de faire un voyage, mais le voyage n'est pas forcément du tourisme. C'est ça. Tu voyages pour aller voir des amis, ça n'a rien à voir avec du tourisme. Par contre, une fois que tu es chez eux, tu peux te faire une sortie touristique. C'est ça. Voilà. Alors, peut-être, avant de rentrer dedans, simplement quelques chiffres. Parce que c'est pareil, on essaye quand même de parler de choses qui ne sont pas ultra, des sujets trop spécifiques, quoi, de niche, mais quand même des sujets... c'est important le tourisme. Là, j'ai extrait quelques chiffres du documentaire, parce que je sais qu'il y en aura beaucoup qui ne le regarderont pas. Mais pour vous dire, en 2018, 1,4 milliard de séjours à l'étranger. C'est complètement dingue. Sachant qu'en 2000, c'était 500 millions. Donc ça explose. Presque le triple. Ouais, en fait. Et donc, bref, il y a eu, le tourisme, en gros, est né vraiment au 19e siècle, des classes bourgeoises qui, à la base, allaient surtout pour des raisons d'abord sanitaires. Ou pour passer les hivers dans des endroits où il faisait meilleur. Et nous, on a vu ça avec la ville d'Aix-les-Bains, avec la reine Victoria qui venait, etc. Et puis après, voilà, dans les années 50, avec l'arrivée des congés payés, c'est là que ça a explosé, le tourisme vraiment. Voilà, il y a 1 personne sur 10 dans le monde qui travaille en lien avec le tourisme. Ça m'a fait halluciner. Ouais. 8300 milliards de dollars générés en 2018, soit 10% du PIB mondial. C'est juste, on n'arrive pas à se rendre compte de ce que ça représente. Voilà. Et donc, oui, ça a explosé aussi. Il y a derrière tout ça, tu en as parlé, une économie. Quand les congés payés sont arrivés, la Banque mondiale vraiment a lancé un plan et a conseillé vraiment tous les pays, et les pays du tiers-monde notamment, tous les pays qui étaient un petit peu en retard au niveau du développement économique et qui connaissaient une grande pauvreté, à développer le tourisme vraiment comme étant une solution à ça, parce que ça crée énormément d'emplois, de développements locaux, etc. Et donc voilà, et du coup, il y a énormément de pays un peu plus pauvres qui ont des paysages magnifiques, et le but a été un petit peu de standardiser de rendre ces paysages-là acceptables pour les Occidentaux, pour qu'ils puissent venir profiter quelques semaines par an du tourisme. Et voilà, et sachant que nous, notre pays est le champion du monde du tourisme, on a 90 millions de touristes par an qui passent en France, et ça représente 4% de notre PIB. Voilà, c'est fou. Ouais, pour quelques chiffres introductifs. Donc on parle de quelque chose qui pèse vraiment dans notre monde, quoi. Ouais. Et tu disais, il y a un truc aussi paradoxal, notamment dans le tourisme qui s'est développé avec tout le tourisme low cost, que ce soit les formules all inclusive de moins en moins chères.
et avec le développement des compagnies aériennes low cost, où maintenant on peut voyager, ça coûte, moi ça me coûte moins cher d'aller à Tel Aviv que d'aller à Bordeaux, quoi. C'est ça. Donc exactement. C'est assez fou. Et il y a un paradoxe, c'est que en développant le tourisme dans les pays pauvres, le tourisme a généré quand même une augmentation du travail, etc. Il y a beaucoup de gens qui vivent du tourisme dans ces pays-là, et en même temps, on leur a volé leur territoire. C'est ce qu'il disait aussi dans le reportage, je crois. Il parlait des Maldives. Oui, des Maldives, oui, tout à fait. Où il disait, mais toutes les îles sont privatisées, ils ont tout racheté, ils ont tout cabané pour qu'il n'y ait aucun rapport entre les locaux qui sont pauvres et qui vivent dans les endroits moins cool, et tous les hôtels qui sont sur les îles, etc. Donc ça crée un fossé encore plus grand, en fait, et ça creuse les inégalités, alors que d'un côté ça apporte quelque chose au pays qui n'avait pas encore, quoi. C'est donc ça. C'est vraiment le pourcentage du PIB ne dit rien de la redistribution de l'argent dans le pays, quoi. C'est ça. Tout à fait. Mais voilà, enfin, je trouve tous ces chiffres qui donnent le tournis, 8 300 milliards de dollars générés en 2018, c'est complètement dingue, quoi. L'argent que le monde a dépensé et à générer autour du tourisme, de cette industrie-là. Je trouve que voilà, c'est ça qui nous dit quelque chose. Je trouve que ça nous dit quelque chose de nous, de qui on est, tout simplement. Et donc je te coupe, Raph, désolé. Mais je t'en prie, tu sais, c'est pas parce que t'es devenu père que c'est plus ton podcast. Au contraire. Encore plus. T'as le poids du daron maintenant. Le poids du daron. Il y a un truc aussi qui a changé, c'est que maintenant, partir en vacances, c'est faire du tourisme presque. Alors qu'avant, les vacances, c'était souvent le repos, et c'était souvent un peu le même endroit où on allait pendant des années, où on connaissait les gens, etc. C'est ça. Et là, il y a un délire avec le tourisme où il faut à chaque fois visiter des nouveaux endroits. C'est ça. Il faut à chaque fois faire de nouvelles expériences. Et ce qu'elle disait aussi, la femme, alors, elle est chercheuse ou sociologue, je me rappelle plus trop là, à la fin, tu sais, du reportage. Oui, elle est anthropologue, je crois. Anthropologue, d'accord. Qui a une dimension du statut social, et je pense aussi même la dimension, tu vois, c'est un peu le côté Instagram, où il faut que l'été, on remplisse les comptes Instagram, des photos les plus belles, des endroits les plus magnifiques, etc. Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Bon, le reportage est vraiment... il est très intéressant, il est très négatif, quand même, enfin il est vraiment à charge, très politique, mais oui, il est très intéressant sur ce qui soulève, et c'est vrai effectivement l'importance d'avoir des selfies de soi un petit peu de partout, et ça montre justement ce côté un peu égocentrique où tu as l'impression que on part plus tellement juste pour découvrir, mais pour montrer que nous on y est, quoi. Il y a quelque chose qui pèse là-dedans assez fort. Et puis vas-y. Tu voulais aborder la deuxième question? En fait, oui, comment est-ce que le tourisme tel qu'il est vendu aujourd'hui, enfin comment le tourisme transforme notre regard sur le monde. Juste avant ça, peut-être, parce qu'il y avait encore 2 points qui me semblaient importants dans ce qu'il disait, enfin intéressant. C'est l'aspect écologique, et je ne sais pas si on l'abordera. C'est-à-dire que une des dimensions, une des questions qu'il faut se poser, c'est quel est l'impact de mes vacances, de ma pratique, de ma vie sur l'écologie en général. Alors eux, c'est vrai qu'ils étaient un peu extrêmes. Voilà. Et puis la deuxième chose, c'était aussi la marchandisation de l'autre. Il disait en fait, le tourisme, il disait pas comme ça, mais en gros c'est acheter l'autre, quoi. Tu achètes les relations.
Et donc, c'est même aussi complètement différent du voyage où, quand tu voyages, tu rencontres les populations locales, etc. Tu les rencontres chez elles, dans leur contexte. Dans le tourisme, tu les rencontres pas chez elles, quoi. Ouais. Ils bossent dans un endroit qui a été fait pour toi. Et le truc du tourisme, en fait, c'est la standardisation du mode de vie occidental. Ouais. Et c'est le truc du confort, quoi. On veut être ailleurs, mais comme chez nous. C'est ça. C'est ça. Et c'est là, pour moi, c'est une des différences que tu as justement quand tu disais dans le voyage, où le voyage, tu as un côté aventure. Ouais. Et le tourisme, tu as un côté avant tout sécurité, confort, service, etc., qui est là, qui est très présent, quoi. Faut que ce soit différent, mais après, pas trop. Après, les frontières sont pas toujours aussi nettes. Faut faire attention aux caricatures, oui, bien sûr. Oui, c'est vrai que, enfin bref, on y reviendra. Alors, comment comment le tourisme transforme notre regard du monde? Moi, il y a une chose justement que je trouve intéressante, c'est que ça révèle beaucoup des choses du fantasme, je trouve, qu'on nous vend d'un ailleurs. Alors, il a été très packagé, marketé, construit, hein, il y a toute une construction qu'on nous présente un petit peu de l'ailleurs qui est idyllique, qui est paradisiaque. Mais en fait, le tourisme aussi nous parle beaucoup de notre société. Ça parle de nos désirs, de nos rêves, aussi de ce qu'on veut rejeter aussi, parce quand on va chercher des choses, tu vois, qui sont parfaites, etc., ça montre aussi des choses qu'on veut rejeter ici. Voilà. Je pense que ça contrairement, c'est là où moi j'ai nuance un petit peu il faut pas mettre tous les touristes un petit peu dans le même sac. On a tendance à en parler un peu comme justement des touristes, c'est très péjoratif, mais qu'il y a aussi une envie de découvrir, de voyager, de voir le monde. Ça parle de nos préférences aussi, de nos tendances. Enfin bref, je trouve d'une manière générale, le tourisme est quelque chose qui parle beaucoup de nous, qui nous révèle, quoi. Ouais, carrément. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Et en fait, ce qu'il y a dans ce que ça révèle de notre humanité aussi, je trouve que les différentes façons qu'on a de voyager parlent des aspirations profondes qu'on a. Et j'ai mis il y aura en lien là un article de Jean-Didier Urbain, qui est sociologue et en gros qui a un peu, c'est un des grands spécialistes apparemment du tourisme, et qui a un petit peu conceptualisé le tourisme. Et en gros il fait un schéma sur 2 axes et dit il y a un axe en gros qui est orienté soit vers ce qu'il appelle le désert et l'autre vers la société. Par exemple, le désert, ça va être des endroits isolés, genre si tu aspires à avoir une cabane dans les bois, tu vois, c'est quelque chose. Et si tu aspires à visiter New York, c'est autre chose, tu vois. Mais attends, la cabane dans les bois, il met dans le tourisme? Ouais. Ah bon? Alors, mais je vais t'illustrer. Ah, okay. Donc ça, c'est un axe. Et après, tu as un autre axe qui est soit quelque chose qui est tourné sur toi, soit quelque chose qui est plus tourné sur les autres, sur autrui. Et par exemple, il parle en gros dans le désert, en gros de tout ce qui va être isolé. Typiquement, tu veux un truc replié sur toi et qui est isolé, ça va être par exemple, justement, on en parlait dans les Maldives, tu sais, juste une piole sur une île. T'as ton île à toi privatisée, tu vois. D'accord, et t'es juste, voilà, tu vois, t'es coupé, un petit peu coupé du monde, et t'es tranquille. Ou t'as des choses qui se font un petit peu coupées du monde, mais qui se font en groupe. Et typiquement, là-dedans, ils classent tout ce qui est croisière, village de vacances, où en fait, tu es coupé des vrais gens, des vrais gens, en gros, de la population locale. T'es dans une enclave, tu vois, dans un pays, en fait, c'est une vraie enclave touristique, et t'es qu'avec des gens qui te ressemblent. Et tu veux surtout pas te mélanger. Et là, quand j'étais récemment à Washington, c'était marrant de voir tous les groupes avec les mêmes t-shirts, tu sais, qui sont en bande avec un
un guide et puis qui visitent les trucs et qui sont en fait juste entre eux. C'est exactement ça, quoi. Tu vois, les croisières, les villages de vacances, le Club Med, voilà, typiquement, c'est ça. Ouais. Et puis, tu as le repli sur soi et d'être quand même en société. Là, il va mettre tout ce qui est de l'ordre d'être soi avec des gens comme si tu vivais avec eux, etc. Enfin bref, ainsi de suite, quoi. Okay. Donc il y aura tous les liens dans l'article. Et en fait, voilà, c'est ça, en fait, ça parle vraiment de nos désirs, quoi. Ouais, c'est clair. Je pense à quelque chose qui est qui a changé avec l'ouverture aussi de l'information, c'est de découvrir ce qui se passe ailleurs. Je pense que l'information, le développement de l'information est allé de pair avec le développement de moyens de communication. C'est la globalisation, mondialisation. Complètement. Et on sait ce qui se passe à New York et on peut y aller, quoi. Ouais. Avant, c'était ni l'un ni l'autre. Ouais. Le seul moyen de se déplacer, de voyager avant, c'était de partir à l'armée, quoi, de faire la guerre. C'est ça. Mais y a une ouverture au monde et il y a quelque chose qui fait partie de nous, c'est qu'on a envie de mieux connaître le monde et aussi de mieux connaître les autres. Il y a cet appel à connaître l'autre, celui qui ne me ressemble pas. Et là encore, on a un paradoxe avec ce que tu as dit. C'est que bien souvent, le tourisme ne te vend pas ça. Ouais. Il te vend une expérience qui est juste un dépaysement, mais pas souvent un enrichissement. Ouais. Et c'est vraiment la différence pour moi avec le tourisme et le voyage. Ouais. Mais quand même, et parfois le tourisme c'est la première étape pour ceux qui vont ensuite voyager, en disant quand tu n'es jamais sorti de chez toi, c'est plus facile d'être accompagné, tu sais pas comment faire, tu as peur de te faire arnaquer, tu as besoin, voilà. Et après dire c'était cool, j'ai vu, mais en fait j'avais envie de rencontrer les gens et on m'a pas permis, ou en tout cas c'était pas organisé comme ça. C'est comme toi, quand il y a plein de gens qui viennent à Etup en vacances l'été, je sais que c'est bondé. Et c'est blindé, on peut plus se garer, c'est incroyable. Les plages, c'est même pas la peine, quoi. Mon gars, c'est terrible, mais viens jamais. Hein. Entre le 1er juin et le 1er septembre. On sait qu'il y a Saint-Trope et il y a Etup, quoi. Tu vois, c'est ça. C'est ça. Mais attends, tu dis ça, tu vois, ça me fait penser. Tout à l'heure, tu disais ça à 90 millions de touristes en France. Toi, t'en as pas vu, hein. Nous, on en a. Ils passent par là, tu vois, quand ils vont, quand ils sont en panne. Mais c'est marrant parce que nous, je sais qu'on allait aux États-Unis là, pendant notre voyage de noces, qui était pour le coup un vrai voyage aussi. Et c'est vrai que on était 2 mois aux États-Unis et on a fait pas mal d'États, pas mal de villes. On a rencontré plein de gens, etc. Et il y a plein d'Américains qui disaient waouh, moi je suis allé que dans 2 ou 3 États, tu vois. Mais c'est la même chose quand tu entends des Anglais ou des Américains qui disent moi ça fait 30 ans que je vis en France, je suis allé là, les mecs ils ont vu toute la France. Ouais, mieux que toi. Et toi tu vas ailleurs et ils te disent mais la France ça défonce, c'est super beau, t'as plein de paysages différents, t'as plein de régions différentes, t'as plein d'ambiances différentes, etc. Pourquoi tu vas te casser la tête à aller ailleurs? Et je pense qu'il y a aussi quelque chose qui est bon de connaître autre chose, mais il y a quelque chose aussi qui révèle aussi au fond de nous, je pense, ça fait écho quelque part au manque de contentement qu'on a avec même notre pays, tu vois. Et puis le premier truc que tu vois quand tu voyages, en fait, tu dis ça c'est mieux fait que chez nous, ça y a pas chez nous, et ça tu le fais dire, toi t'as dû le voir à Washington. J'ai fait que ça. C'est les premiers trucs que j'ai fait en rentrant, que je disais à Marion. En plus, je sors de l'avion, le premier gars que j'entends parler en français, donc un français, qu'est-ce qu'il fait à ton avis? Il se plaint. Il se plaint.
il râle. Ah oui. Il râle. Et je me dis, mais c'est infernal. J'ai pas vu quelqu'un râler là-bas pendant 2 semaines. Et j'arrive là, le premier fois, je dis, purée, mais on est une caricature vivante. Ah bah, C'est terrible. Bien sûr. Seigneur, pardonne-nous. Ouais. Non, mais c'est complètement vrai. Et c'est vrai que il y a, même nous, par exemple, enfin, s'il y a des gens qui viennent à YouTube, non, mais je sais pas. S'il y a quelqu'un qui vient, je sais pas, qui est là un week-end et qui dit, bah alors, fais-moi découvrir, où est-ce que tu vas l'amener? Tu vas l'amener dans les endroits touristiques. S'il y en a quelque part, tu vois, enfin, justement, il y en a pas. Voilà, la place du marché, la fromagerie du coin, tu vois. Ah oui, d'accord. Voilà, pareil à Grenoble. Sinon, c'est plus une région de nature ici. Ouais. Et Grenoble, Grenoble, t'as pas grand-chose, tu vois, mais t'as un truc un peu iconique ici, c'est les bulles là, qui montent à la Bastille. C'est ce que tout le monde prend en photo, c'est le truc, voilà, ou les stations de ski, je sais pas, tu vois. Et les gens vont voir ça, mais au bout d'un moment, je pense qu'on se lasse de ça. Et on veut voir un peu la vraie vie des gens, qu'est-ce que ça donne, quoi. Et moi, je vois, par exemple, quand j'étais à Washington, bah, j'ai fait un jour où j'ai fait tous les grands mémorials là, de toutes les guerres et tout ça et tout. Enfin, t'as fait en marchant? C'était excellent. En marchant, ouais. C'est grand, hein. C'est immense. Sur la carte, je me suis dit, ouais, ça se fait. J'étais jet-lagué. C'était juste le lendemain. Oh purée. J'avais fait nuit blanche. J'avais juste rattrapé une nuit sur 2, quoi. T'as vu, par contre, la Maison Blanche, elle est toute petite. Ouais, carrément. Enfin, beaucoup plus petite que ce à quoi tu t'attends, quoi. Ouais. Et puis, quand tu cries, il ouvre pas la fenêtre, hein. Il te répond pas, le mec. Il est impoli, c'est infernal. Incroyable. Dans sa tour d'ivoire, le mec. Ouais, c'est ça. Et genre, je suis le mec le plus puissant du monde, tu vois. Oh, on redescend. Hein. Mais il évite le vent parce que ça le décoiffe. Ouais, c'est ça. On n'a pas ce problème, nous. Mais après, tu vois, ce que j'ai trop aimé, c'est aller dans des rues, dans des quartiers où c'est pas forcément touristique. Et j'ai trop aimé traîner dans le Walmart d'un quartier un peu plus populaire et de voir les gens qui sont là où je me dis, bah, tu vois, là, t'as failli te faire tabasser aussi. Ah oui, j'ai failli me faire tabasser aussi. Ça, c'était drôle. Par des espèces d'intégristes, des blacks qui se prennent pour les descendants des juifs parce qu'ils ont été sous l'esclavage, des suprémacistes noirs. Que moi je passais mon temps à filmer parce que je n'écoutais pas ce qu'il disait. Et en fait, je lève la tête et le mec, il était en train de m'insulter, mais genre super vénère, en plus hyper musclé, de ses bodybuildés. C'était un petit moment de solitude, c'était sympa. Ouais, j'ai réalisé au bout de 10 minutes que je l'ai filmé, que j'étais le seul blanc, tu vois. Bref, voilà, au bout d'un moment, tu as envie de voir d'autres choses. Mais il y a aussi autre chose que moi je note, c'est que effectivement, c'est un peu le Graal de notre société capitaliste qui te rend, dans nos sociétés occidentales, qui te rend la vie, tu vois, t'es pressé par le fait d'être de la production, tu ne comprends plus trop le sens de ta vie, et on te présente, on te dit, mais bosse comme un taré toute l'année, et t'auras 2 semaines de vacances où là tout est permis, quoi, tu vois, et où tu pars, quoi. Voilà, c'est l'évasion. Et en fait, et surtout si ça se passe mal, et c'est pour ça que je pense aussi que les touristes sont si exigeants et mal polis, etc., c'est que pour eux c'est un dû, et quand tu arrives à un endroit, et ben c'est toi le roi. Tu vois, toute l'année t'es le serviteur, tu vois, dans ta boîte, t'es l'esclave, et là t'arrives, c'est toi le roi, t'as payé, t'as ton all inclusive, et voilà. Et en fait, tu vois, tu pars. J'ai l'impression que tu pars autant pour découvrir que pour oublier ou pour fuir ton monde, tu vois. Et ça se voit quand on revient, tu vois, on dit il y a un côté, oui, les voyages ça enrichit, c'est bien, etc. C'est super, mais en même temps, tu as un côté où quand les gens reviennent, ils sont tellement démoralisés et tu ne vis que pour ça, quoi. Il y en a certains, c'est tu vis, t'amasses des sous et tout de suite tu pars le plus loin possible, le truc qui va le plus te dépayser, et ça devient un peu comme un shoot, tu vois, un côté un peu dépendant comme ça, tu vois, un peu de consommation qui est vraiment malsaine, tu vois, sans se poser aucune question sur le sens de ce que tu fais. Au-delà de ça, du moment que ça t'apporte du plaisir à un moment donné, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis ça pose aussi la question de la gestion de l'argent. Exactement. Tu vois, à un niveau très, très terre à terre.
dire comment nous, on est appelé à la sagesse avec la gestion de notre argent, aussi à la générosité. Bah voilà, comme tu le disais, certains amassent un pécule toute l'année, puis dans le seul but d'échapper à leur quotidien ou à leur travail, ou aussi parce que ça leur fait plaisir. Il n'y a pas que pas que l'évasion, il y a aussi le plaisir, il y en a qui kiffent, machin. Ouais. Mais voilà, ça pose la question, qu'est-ce qu'on fait de notre argent et quelle est la part de notre argent, du tourisme dans la gestion de l'argent, et aussi de notre temps. Le temps qu'on a, on doit aussi l'employer pour servir. Et là aussi, on est appelé à la sagesse. Ça ne veut pas dire qu'il faut jamais avoir de loisirs, jamais partir pour servir. Mais moi, je suis toujours émerveillé de voir les gens qui sacrifient, entre guillemets, ou qui choisissent plutôt que de partir, de servir. Tu vois, dans des camps, dans des colonies l'été ou des trucs comme ça. Et de dire, ça aussi, c'est un choix... c'est un choix qui révèle aussi nos priorités. Ce que t'as dans le et cœur, c'est à prendre en compte dans comment on gère notre vie, quoi. Tout à fait. Et c'est vrai que on crée aussi une équation, si tu veux, je pense, qui est perverse. C'est que, en gros, plaisir, bonheur rime avec nécessairement, tu vois, dépense d'argent. Avec côté idyllique, artificiel, tu vois. Et alors que, je veux dire, c'est une équation qui est complètement fausse. Tu peux avoir beaucoup de plaisir, te dépayser avec quelque chose qui peut être très simple, qui n'est pas forcément un truc où tu es hors du système. Tu vois, c'est pas ça le truc, tu vois. Mais je prends cet exemple, tu vois, nous cet été, on va partir dans un camping en Espagne. Enfin, je veux dire, c'est le truc vraiment, tu vois, de base, tu vois, on va faire les gros touristes. Voilà, c'est ce que j'allais dire. On part, ça fait super longtemps qu'on n'a pas eu de vacances tous les 4. Ouais. On va partir 7 jours. On a pris un petit camping qui est au bord de la mer. Et notre plaisir, c'est d'être tous les 4. Et en fait... Où ça, c'est ça je sais plus exactement, c'est vers Barcelone. Et on a pris un truc, c'est dans une réserve. On a réservé super longtemps à l'avance. On a trouvé pareil une bonne opportunité, tu vois, vraiment pas cher. Et on a un petit mobil-home au bord de l'eau. Et le gros kiff, ça va être de faire des pâtés de sable avec les enfants et de créer du souvenir en famille, tu vois, et avec les siens, et de se dire voilà. Et si c'est un bon plan, et ben on y retournera. Tu vois, le but n'est pas une quête à forcément à la nouveauté, quoi. Et on veut, et aussi, je pense aussi, tu transmets quelque chose aux générations suivantes quand tu vois comment ça explose. Je veux dire, quelles seront les exigences des générations suivantes, quoi. Est-ce qu'on leur dira bah non, faut plus prendre l'avion, c'est pas éthique, c'est pas bio, etc. Quand ils diront attends, moi si je peux me gaver à $200 une semaine, je sais pas où, tu crois que je vais me priver pour ta planète, je vais me faire plaisir moi aussi, quoi. Bah c'est un peu ça Et c'est là où on en est rendu. C'est ça. Et en fait, c'est ça aussi qui est terrible, c'est que c'est ce qu'il disait dans le documentaire, c'est qu'en fait le tourisme détruit ce qu'il désire. Ouais, ça c'est fort. Et ça, pour moi, on en arrive à la dernière question, si tu veux. C'est en gros, Memento Mori versus tourisme, ça donne quoi? Ouais. Et en gros, bah voilà, moi je vois que cette industrie du tourisme, elle montre alors qu'on sait que toute cette industrie-là est en train de détruire les lieux qu'elle te vend comme étant des lieux paradisiaques, ça fait du mal à long terme aux populations, ça ravage, ça change complètement le paysage, tu vois, ça le rend fake, tout est faux, voilà, tu vois, ça détruit, ça fait du mal, quoi. Il y a beaucoup de défauts, mais malgré ça, on est incapable de résister à la tentation des yeux, tu vois, quand on voit ces paysages,
quand on voit tout ça, on veut y aller, et en gros, on détruit ce qu'on désire, et ça révèle vraiment quelque chose du cœur humain, c'est que nos désirs sont mauvais, et ils nous conduisent vers notre propre perdition. Ça, c'est pour le côté vraiment négatif. Je trouve que se rappeler que ouais, on est mortel, et notre vie, il faut l'utiliser avec sagesse, même dans nos vacances, quoi. Ouais, c'est ça. Pour moi, le truc principal Memento Mori par rapport au tourisme, c'est que de manière générale, le tourisme fait comme si tout ce que tu avais, c'était cette vie-là. Et qu'il faut que tu fasses le maximum d'expériences, que tu vois le maximum d'endroits, que tu accumules le maximum de souvenirs aujourd'hui et maintenant. C'est ça. Et je sais pas, une fois on discutait avec Alexandra, mon épouse, et elle me disait ouais, faudrait qu'on aille là-bas et tout. Je dis ouais, je sais pas si on pourra, quoi. Je sais pas si on... Je dis mais on ira au ciel. Exactement, c'était l'autre point. On ira au ciel. C'est ça. On fera des voyages au ciel, il n'y a pas de problème. Sur la nouvelle terre. Alors, tout à fait. Moi, c'était l'autre point que j'avais. C'est que aujourd'hui, tu as des gens, quand tu n'as pas une vision biblique du monde et tu n'as pas cette espérance de la vie éternelle, tu te dis la vie elle est courte, il faut que je me gave. C'est ça. Je me fais avoir, j'ai un patron qui me gonfle, j'ai une bonne femme qui me saoule à la maison, j'ai mes enfants, enfin voilà. Et tu veux avoir, tu dis j'ai que quelques semaines de... Et en fait, c'est pas anodin pour moi quand on dit qu'on te parle de paradis, tu vois, de lieu paradisiaque, c'est qu'on veut créer un Éden, reconstruire une terre promise, tu vois, où c'est all inclusive, quoi. Tu vois, t'as à boire et à manger à volonté, t'as les plages avec le sable blanc, t'as les cocotiers, il y a du soleil et c'est sympa. Voilà, voilà, tu vois, c'est tout ce qu'on te vend, tout ça, tu vois. Et alors qu'en fait, derrière, c'est que du vernis, il y a beaucoup de choses qui sont perverses, comme on l'a vu. Et en fait, on peut être en paix en se disant, nous... ouais, peut-être qu'on peut pas profiter de tout plein de choses, découvrir plein de trucs, parce que voilà, mais plus tard, quand on aura l'éternité dans une terre glorifiée, on aura une liberté qu'on n'a pas ici-bas sur terre, et on pourra, j'ai aucune idée comment notre vie sera organisée, répartie, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on aura des opportunités de kiffer la création dans la présence du Créateur. Et en fait, tu te dis, mais tu peux pas y aller maintenant, t'inquiète, on ira plus tard. Tu vois, on a le temps, on n'a pas de pression là-dessus. Et ça, c'est cool, ça nous aide aussi à mieux gérer les pressions du quotidien et l'insatisfaction peut-être qu'on peut avoir. Ça, c'est cool. Ouais, et puis peut-être, alors je reviens un petit peu en arrière, sur le tourisme, ce que ça générait, ce que ça dit, etc. Un des points qui n'est pas abordé dans le documentaire et qu'on n'a pas aussi abordé, c'est la question que le tourisme, en règle générale, alimente la débauche. Oui. Par deux facteurs au moins. Cette dimension où tu as dit là, c'est inclusive, ouais. Mais pas que, parce que c'est des bars, c'est machin, et on n'a rien à faire en fait. C'est les donismes. Et c'est aussi l'oisiveté qui nourrit la débauche, mais aussi de manière plus frontale toutes les questions de tourisme sexuel, de prostitution, de bars bizarres et des trucs comme ça. Et ça, c'est le tourisme qui l'a créé. Tout simplement. Et d'adultère, bien sûr. Je veux dire, dans ces trucs-là, tu vas au Club Med, un machin, c'est l'enfer sur Terre. Et un truc, alors ça rejoint l'épisode où on avait fait un épisode sur la télé-réalité, non ? Ouais. Et pour moi, en fait, la télé-réalité, c'est la quintessence du tourisme. Ouais, c'est ça. Ils ont rien à faire, et du coup, ils font n'importe quoi. Exactement. Et souvent, ça résume bien le tourisme. Et quand tu donnes pas de cadre, mais c'est ça. Et dans cette idée de profiter, c'est de profiter, bien sûr, sans une... En fait, tu te livres à tes désirs, quoi. Et c'est ça, c'est ce côté, c'est toute l'année, je suis réprimé, et donc là, maintenant, je veux profiter, et je me fixe aucune limite, aucune règle, et tout ce que je peux prendre, je vais le prendre sans me poser la moindre question. C'est ça, et ça...
Et ça rejoint, alors là on va commencer dimanche prochain, ou ce sera hier quand l'épisode sortira, notre série sur 2 Pierre et le scepticisme eschatologique des faux docteurs de 2 Pierre qui disait Jésus revient pas, fais ce qu'il te plaira quoi. Ouais. Et on avait les mensonges et la débauche des faux docteurs et s'il n'y a pas de conséquences et s'il n'y a pas de jugement, tu fais ce que tu veux, tu kiffes. Et c'est quoi ? Il n'y a pas de cadre moral. Et c'est un peu la même chose. Et vivre Memento Mori, c'est ça. C'est se rappeler qu'un jour aussi on rendra des comptes. Et c'est la conclusion aussi de Pierre au chapitre 3 où il dit mais dans les derniers temps viendront des moqueurs qui diront où est la promesse de son avènement. Et Pierre rappelle non mais attendez. Là, on est dans le temps de l'attente, mais la promesse est certaine, le jour du Seigneur viendra. Et quand le jour du Seigneur viendra, il jugera les impies. Et vous, puisque cette promesse est certaine, alors votre conduite doit être pleine de sainteté, de piété. Et donc, c'est aussi ça pour notre vision du tourisme. Et aussi, quand nous sommes en tourisme, parce que ça arrive quand même, mais dire, on est des touristes chrétiens. Ouais. Et on est des touristes chrétiens, ça veut dire que notre conduite, elle doit être celle qui convient à des enfants de Dieu, que ce soit dans notre manière de faire les choses, mais aussi dans notre témoignage. Et c'est vrai que même pour des chrétiens... Et dans notre façon de nous divertir, enfin de nous reposer et de voyager, enfin tout quoi. Ouais. Et même, je pense que c'est vrai que cette tentation est très forte. Une fois que tu es là-bas, de te laisser aller. T'es caché. Tu dis je suis pas chez moi. T'es pas chez toi. Ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Exactement. Ouais. Emprunté d'ailleurs à Etup. Ce qui se passe à Etup reste à Etup. On sait que c'est. Exactement. Ouais. Mais et ça me rappelle, c'est un fameux, c'est dans le bouquin de Piper là, Don't Waste Your Life. Ouais. Si je ne gâchais pas ma vie en français. Où il rappelle la façon où il appelle un petit peu toutes les personnes retraitées aussi, les chrétiens qui vivent à la retraite et qui utilisent la retraite juste pour faire le tour du monde sur des croisières. Et lui, il dit, mais vous croyez que quand vous vous présenterez devant Dieu, vous lui présenterez votre collection de coquillages? Mais d'ailleurs, il y a des mèmes qui sont hyper connus comme ça, où ils ont fait des photomontages où t'as Piper qui est sur la plage en train de ramasser des coquillages. Mais parce qu'en fait, c'est un sermon. Je pense qu'il a... C'est son sermon qui s'appelle Seychelles ou un truc comme ça. Qui est un des plus connus. Et en fait... Et il a tellement raison, tu vois. Et en fait, quand tu dis, mais tu mets ta vie là-dedans, et c'est vrai que t'en vois ça t'interroge quoi, dans leur façon de vivre. Alors je crois qu'on a besoin de vrais repos et que ça fait du bien d'avoir des vraies vacances, de changer de son contexte, de pouvoir se ressourcer. Mais c'est quelque chose qui est théologique. C'est un repos aussi qui est spirituel. Et si tu veux faire que reposer ta chair, en fait, tu la pousses à l'oisiveté ou à autre chose et tu la livres à toutes les tentations, quoi. Et ça, c'est... Moi, je te promets, ma femme, elle habite sa famille vient de Cannes. J'espère qu'elle habite avec toi. Oui, ma femme habite chez moi, mais sa famille vient de Cannes, et donc il y a mes beaux-parents qui étaient à Cannes avant, et il y a toujours mon beau-père là-bas. Et en fait, ça nous est arrivé 1 ou 2 fois l'été d'aller à Cannes, parce que c'était économique, tu vois, on allait chez les beaux-parents. Et en fait, moi, de me balader sur la Croisette et de voir toutes ces terrasses de luxe où tu as les DJ qui sont là, et avec tous les oligarques russes, les mecs du Moyen-Orient, des mecs, tu vois, du monde entier qui sont là, tu sais, avec toutes les meufs en bikini et avec la musique et tout, le champagne, tu sais, c'est 14h et c'est voilà. Et je me disais, mais tu sais, t'es là, tu regardes ça, toi tu passes sur la croisette, tu vois, mais c'est ça, tu dis, mais c'est horrible. Et en fait, tu dis, mais on recommence jour après jour, et ils en veulent encore toujours plus, parce que tu peux pas être satisfait par ça. Ouais. Et c'est terrible, quoi. Et ils se livrent à la chair, et ils peuvent pas trouver la satisfaction, et ils amassent la colère de Dieu contre eux, quoi. C'est terrible. Et je me disais un jour, s'il y en avait qui arrivaient à organiser une campagne d'évangélisation qui soit pertinente pour toucher toutes ces personnes-là, tu vois, je me réfléchissais à quoi ça pourrait donner une campagne d'évangélisation de rue, tu vois, sur la Croisette au mois d'août. Une espèce de Cannes Station.
Voilà, ouais, Can Station. Mais alors attention, faut être accroché. Faut être accroché parce que purée, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Bref, on en reste là, mon cher ami. On en reste là et on fait pas comme Coram Deo qui font des émissions de 1 heure maintenant. Ah ouais. Ah mais ça c'est bien les mecs, ça. C'est bien les mecs. Oh purée. Bande de copieurs. Alors que nous, 50 minutes, c'est plié. Nous on est large. On est safe. On a 10 minutes de battement. Bon, on parle de quoi la semaine prochaine, Raph? Eh ben, on va parler de notre forme de tourisme qui est plus celui de la survie en milieu hostile. Oui. On va Quand tout tourne mal, on parlera de The Walking Dead. Voilà, The Walking Dead, la série. Donc, rendez-vous la semaine prochaine. Si l'apocalypse zombie n'est pas arrivé d'ici là, qu'est-ce qu'on peut faire, Mathieu ? Alors d'ici là, si l'apocalypse zombie n'est pas arrivé, mettez 5 étoiles bien sûr sur le podcast. Écrivez-nous un petit commentaire sur SoundCloud, on est toujours content. Envoyez-nous un mail, récupérez notre adresse je sais pas où. Ouais, bah Mathieu toutpoursagloire.com ou Raphaël toutpoursagloire.com. Ouais, moi c'est pas ça, mais du coup c'est bien, c'est toi qui reçois. T'as pas un Mathieu à toutpoursagloire.com ? Non, moi c'est un Matt à toutpoursagloire.com. Ah ben voilà, tu vois, je t'ai eu. Nickel. Ok, à la semaine prochaine, Raph. Ouais, à la semaine prochaine. Salut. Bisous. Ciao.